Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un livre, un témoignage qui relance le débat. L'inceste, la loi du silence, les secrets de famille. Dans son ouvrage, Camille Kouchner, la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner, accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau lorsqu'il avait 14 ans. Depuis, ce politologue, homme de réseau puissant et apprécié, a quitté toutes ses fonctions. Ses amis et ceux qui étaient dépositaires du secret doivent rendre des comptes et se retrouvent eux aussi sous pression. Car tout le monde savait, écrit Camille Kouchner, cette phrase qui fait écho à tant d'affaires d'inceste quand un Français sur 10 affirme en avoir été victime. Alors jusqu'où ira l'onde de choc de cette affaire? Pourquoi cette omerta touche encore aujourd'hui tant de familles? Faut-il faire évoluer la notion de consentement pour les mineurs, naturellement dans des affaires d'inceste? Affaire Duhamel, tout le monde savait, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Lorraine de Fouché. Vous êtes journaliste au Monde. Citons votre dernier reportage. Il fait ça depuis quand, papa? C'était une question, c'était le titre d'un article que vous aviez écrit avec la Brigade de protection des mineurs qui aide les victimes d'inceste. Muriel Salmona, vous êtes psychiatre, vous êtes spécialiste dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Je cite votre livre noir des violences sexuelles publié aux éditions Duno. Avec nous ce soir également Astrid de Vilaine. Vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Citons votre livre Harcelé, enquête dans la France des violences faites aux femmes, publié chez Plomb. Enfin, Yves Charpenel, vous êtes magistrat honoraire à la Cour de cassation. Vous avez mené une formation auprès de l'École nationale de la magistrature sur le thème des crimes sexuels et je rappelle que vous avez requis en cour d'assises sur des affaires d'inceste. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ces émissions en direct. Je vais commencer avec vous, Lorraine de Fouché, parce que si cette affaire a un raisonnement très particulier, c'est que les faits se déroulent dans la Familia Grande. Et c'est pas n'importe qui, la Familia Grande. Oui, c'est ça qui est en fait. Je pense que ça participe à l'onde de choc parce que ça attaque de plein fouet un cliché qui est tenace sur l'inceste. C'est l'idée que ça serait un crime qui toucherait surtout des classes sociales basses, paupérisées, que ça serait un crime de l'alcoolisme. Les clichés sur l'inceste sont très forts et en fait, Camille Kouchner, elle bat ça en brèche et elle montre que oui, on peut être diplômé, on peut être professeur d'université, on peut avoir des fonctions très importantes, on peut même être de gauche et être touché par ça et pratiquer ça. Astrid de Vilaine, la personne dont il s'agit et qui est accusée, c'est Olivier Duhamel. Là aussi, c'est pas n'importe qui quand on parle de l'intelligentsia parisienne. C'est un homme de réseau, je le disais, apprécié et j'allais dire puissant. Ultra puissant, c'est pour n'importe quel journaliste, c'était une source par exemple, pour les élèves de Sciences Po, c'était une icône, pour n'importe qui s'intéresse au monde politique, au Conseil constitutionnel, à toutes les politiques publiques, c'était quelqu'un pour les personnalités politiques aussi, une référence, Olivier Duhamel. Et comme on l'a beaucoup vu au cours des derniers jours, il cumulait les postes les plus importants. Il était à la tête de cette revue qui porte le nom Pouvoir, qui dit beaucoup, je pense, dans toutes ces histoires, parce que souvent, ce sont quand même des relations de pouvoir, en fait, que ces prédateurs-là ont, en fait, envers les enfants ou les victimes. Donc oui, c'est quelqu'un, c'est une déflagration, en fait, ce livre, parce que c'est en un récit, elle fait tomber les têtes, j'allais dire, d'Olivier Duhamel, Oui, qui oui. était vraiment dans le microcosme parisien, politico-médiatique à un niveau ultra élevé. Alors lui, il a démissionné de toutes ses fonctions immédiatement, le jour de la sortie du livre. Mais il y a, on le disait, une onde de choc de ce dossier-là avec d'autres démissions qui ont suivi Astrid de Vilaine. Je pense à celle d'Elisabeth Guigou notamment, qui était à la tête d'une commission sur l'inceste. Oui, alors la nomination d'Elisabeth Guigou avant même ce livre, elle avait posé problème à de nombreuses associations, de nombreuses personnes qui ne se reconnaissaient pas dans cette nomination, notamment pour ses propos encore récents dans un documentaire sur Netflix à propos de Dominique Strauss-Kahn où elle ne reconnaissait rien de tout ce qui a pu lui être reproché et qui avait paru vraiment en décalage avec l'affaire Strauss-Kahn qui maintenant est quand même très ancienne. Ensuite, j'ajoute à ça qu'il y a beaucoup de personnalités, il y en a d'ailleurs une sur votre plateau, Muriel Salmona, qui sont extrêmement expertes et du coup, en plus de ça, ces liens avec Olivier Duhamel qui ont été cités partout, sans qu'on sache exactement si elle était au courant ou pas, évidemment fragilisaient sa position, d'autant plus qu'une
enquête maintenant est ouverte. Donc certains disaient elle aurait pu être citée comme témoin et ça aurait été évidemment embarrassant pour une Ouais. commission extrêmement importante que beaucoup attendent et qui va durer 2 ans avec un budget de 4 millions d'euros quand même. Donc c'est peut-être aussi un moment qui va se passer. Donc en effet, il était peut-être plus raisonnable que quelqu'un d'autre s'en empare. Il y a d'autres sujets qui sont en cours, notamment le sujet du maintien ou non de Frédéric Mion à la tête de Sciences Po. Là encore, on parle de gens, peut-être que les gens qui nous regardent ne les connaissent pas, mais c'est l'idée, à un moment donné, d'être dépositaire d'un secret avec ce titre que nous avons choisi ce soir. Et ce sont des mots de Camille Kouchner qui explique que dans ce milieu-là, d'une certaine manière, on était dépositaire de ce secret et c'était même presque une forme de privilège. Je reste avec vous, Astrid de Villaine, qui connaissait bien ce milieu politique. Oui, en effet, le directeur de Sciences Po, là, est assez secoué, hein. Là, il va être convoqué par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Le problème, c'est qu'il a été mis au courant, il l'a reconnu par Aurélie Filippetti, ancienne ministre socialiste, et quand l'affaire est sortie, il a visiblement menti aux étudiants en disant qu'il était sous le choc et qu'il venait de l'apprendre. Donc il y a ce premier problème. Et puis ensuite, c'est ce dont on va parler tout au long de l'émission. Je crois qu'il y a un choc générationnel qui est en train aussi de s'opérer, c'est-à-dire avec des associations, des étudiants nombreux à Sciences Po qui ne supportent plus ce genre de connivence. Après, encore une fois, tout le monde savait, c'est aussi une formule, c'est-à-dire que non, tout le monde ne savait pas. Moi, j'ai beau fréquenter ces cercles-là pour mon métier, je ne le savais pas, par exemple. Il y a des dirigeants socialistes qui assurent qu'ils ne le savaient pas. Et moi, je pense qu'on ne peut pas exactement savoir, par définition, qui savait et qui ne savait pas. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces affaires, à chaque fois, c'est la même chose. Personne ne sait rien jusqu'à ce que ça sorte. Et puis ensuite, on sait et on se rend compte des liens, etc. Donc je crois que là, il y a un vrai travail aussi à faire et d'enquête et de remise en question de toutes ces personnes qui... et puis après, il y a un autre sujet qui est encore plus délicat, c'est quand on est au courant de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, nous en parlerons naturellement. Quand la victime ne veut pas parler... Et nous allons en parler, nous allons y revenir, parce que certains évoquent même une forme de délit, enfin en tout cas porté à la responsabilité de celui qui sait, et comment est-ce que ça s'appelle? Ça m'échappe. Ah bah c'est soit non-dénonciation de voilà, crime. C'est ça. Voilà. Quand vous dites, on parlait de ce milieu-là, Muriel Salmona, le fait que ça se passe dans ce milieu-là, c'est pas une surprise, parce que je le disais tout à l'heure, c'est un Français sur 10, donc forcément, ça peut pas être circonscrit dans un seul milieu social. Qu'est-ce que ça change? Alors, effectivement, c'est dans tous les milieux, c'est vraiment représenté dans tous les milieux, et ce qui est l'invariant par rapport à tous ces milieux, c'est la position de pouvoir, de domination de l'agresseur sur le reste de la famille ou de l'entourage. Alors là, effectivement, ce qui, je pense, aussi génère cette onde de choc et qui peut aussi être un élément très important pour libérer la parole des victimes et les rendre légitimes, c'est que Camille Kouchner n'est pas n'importe quelle porte-voix. D'abord, du coup, elle parle au nom de tout. D'ailleurs, elle l'a dit hier soir, elle parle au nom de tous les enfants. Elle a un nom qui parle à tout le monde. Elle a écrit un livre qui décrit très exactement tous les mécanismes à l'œuvre. Et puis, ça arrive pas à n'importe quel moment aussi. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a eu derrière, depuis 2017, tout le mouvement MeToo, puis ensuite, il y a eu des mouvements qui sont de plus en plus centrés sur les violences sexuelles faites aux enfants, avec I Was. On a commencé à en parler, particulièrement l'année dernière, avec Vanessa Springora, avec Sarah Abitbol. Le consentement, il y avait, sur l'affaire de Gabriel Masneff. Il y avait eu un livre qui avait eu beaucoup d'écho aussi avec Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise. Donc, tout le monde était un peu préparé. Ouais. Et puis surtout, l'affaire Masneff, vraiment le discours pédocriminel décomplexé, ça ne passait plus du tout. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est que cette propagande atroce est en train de vraiment s'effondrer. Vous parlez de propagande parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 77, il y avait des pétitions qui étaient signées dans le monde. C'est à ça que vous faites référence, où il y avait une tribune, d'ailleurs signée par Bernard Kouchner. Alors, il avait reconnu que c'était une connerie, c'est les mots qu'il a utilisés. Tribune qui défendait le droit d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. C'était une affaire où 3 personnes étaient en cause. Voilà, c'était sous couvert de liberté sexuelle. Je veux dire, les enfants pouvaient être totalement sexualisés et exploités sexuellement. Et du coup, les crimes qui étaient commis
été transformée en relation amoureuse. Ouais. Voilà. Donc cette propagande-là, alors il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a vraiment tout ce qui est culture du viol, mise en cause de la victime. On le voit Ouais. aussi dans le roman, dans le témoignage de Camille Kouchner, à quel point on va reprocher à son frère Ouais. d'avoir été consentant, de Et l'avoir ça, on va en voulu. parler Voilà. parce qu'on va rentrer dans le détail de ce qu'elle raconte. Et vous avez raison, elle décrit très bien des mécanismes avec beaucoup de sincérité Oui. hein, dans ce qu'elle dit. Je me tourne vers vous, Yves Charpenel. Pourquoi on lance une enquête judiciaire au moment de la sortie d'un livre alors qu'on sait d'ores et déjà que les faits sont prescrits? D'abord, on ne sait pas d'avance si les faits vont être prescrits, parce que les règles de prescription sont d'une grande complexité. Ah bon? Et puis, de toute façon, oui, parce qu'en fait, elle va varier la prescription en fonction de l'infraction qui sera retenue. Ça peut aller jusqu'à 30 ans après les faits. Ouais. Ça dépend de l'âge également des victimes. Donc, avant de dire qu'on ne peut pas enquêter, c'est bon d'enquêter. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on va aller devant une juridiction pour obtenir des condamnations, on n'en sait rien à ce stade, mais ça mérite d'approfondir avec les moyens de la justice pénale si ce qui est dénoncé à travers un ouvrage public, et les procureurs ont parfaitement le droit d'enquêter, même s'il n'y a pas une plainte proprement dite, dès lors qu'on porte à leur connaissance la possibilité d'une infraction pénale. Et précisément, vous l'évoquiez très bien dans le début de cette émission, c'est une infraction qui est évidemment très grave. Le docteur Salmona pourra vous dire mieux que moi à quel point c'est dévastateur, mais surtout, c'est une infraction dans l'intime, généralement, des familles. Donc, on ne parle pas. C'est pas facile de dénoncer ses parents. C'est pas facile de dénoncer l'oncle ou le tuteur. Donc, le temps pour faire émerger vers la connaissance la réalité de ces actes-là, en plus très difficile à verbaliser quand on est une victime, eh bien, ça demande du temps. Et l'enquête préliminaire va donner un cadre juridique pour essayer de voir ce qui est démontrable, ce qui est possible. Et quand bien même il n'y aurait pas, dans cette affaire particulière, à la fin un jugement, ce que je ne sais pas aujourd'hui, eh bien, il y aura au moins eu une mise à jour d'une réalité. C'est le cas dans tous les ouvrages qui sont de cette nature-là, des ouvrages où il y a une dénonciation, une accusation en matière de violence sexuelle, ou est-ce que c'est lié à la nature, à la personnalité de l'auteur? Non, je pense que c'est lié à la nature des actes. D'accord. C'est qu'une agression sexuelle sur des personnes qui sont vulnérables, par définition, c'est beaucoup plus difficile à faire émerger. Ouais. Et se pose d'ailleurs la question douloureuse, mais qui ne se posait pas quand on ne faisait pas d'enquête, de l'établissement des preuves. Mais avant d'établir les preuves, essayons de rechercher la réalité. C'est le minimum qu'on doive aux victimes. En tout cas, vous parliez de libération de la parole. Sa parole, elle était attendue. Camille Kouchner s'est longuement livrée hier sur France 5 dans la grande librairie. Son livre, La Grande Familia, est un électrochoc. La juriste fille de l'ancien ministre accuse son beau-père, donc le politologue Olivier Duhamel, d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau. Elle n'espère plus de condamnation de la justice, c'est ce qu'elle dit, mais elle le renvoie à son tour au silence. Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson. Sa parole était très attendue. Hier soir, l'avocate Camille Kouchner s'est exprimée pour la première fois à la télévision depuis la publication de son livre qui révèle la face cachée d'Olivier Duhamel. Mon beau-père, je l'ai mis dans ce livre, je voudrais qu'il reste dans ce livre. Mon beau-père, c'est mon beau-père. C'est très difficile. Le réel, là, la réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Voilà. Et c'est ça l'inceste, en fait. C'est que même au bout du bout, c'est difficile. Le message, c'est que, en fait, il n'y a pas une agression qui dure 5 minutes. C'est pas ça, l'inceste. L'inceste, ça ravage la famille. La Familia Grande, où le récit de l'inceste vécu par son frère jumeau dans les années 80, victime selon elle d'agressions sexuelles commises par leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, cet intellectuel influent exerce alors à l'époque une emprise. Il m'apprenait à réfléchir, il m'apprenait à rire, il m'apprenait ce que c'était que l'ironie, il m'a fascinée, quoi. Il m'a fascinée. À la fois, j'ai rien compris, et à la fois, j'ai su que c'était grave. Il a fait un truc qui est impardonnable, impardonnable. Voilà. Donc, je lui pardonne pas. Donc, voilà, moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Les révélations de Camille Kouchner, une déflagration dans le milieu intellectuel de la gauche parisienne, dont de nombreuses figures ont fréquenté le célèbre professeur de droit constitutionnel. D'autant que dans son livre, la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de l'universitaire Evelyne Pizier
pointe du doigt le silence de certains proches de la famille, mis au courant de cette relation incestueuse. Nommée en décembre dernier à la tête d'une commission sur les violences sexuelles et l'inceste, l'ancienne garde des Sceaux Elisabeth Guigou, amie d'Olivier Duhamel, nie avoir eu connaissance de ces faits, mais préfère aujourd'hui quitter ses fonctions. Le climat actuel ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire. J'ai donc pris la décision de passer le relais et de renoncer à présider cette commission. L'élite parisienne a-t-elle protégé l'un des siens ? Président du siècle, un club qui réunit des grands patrons, Olivier Duhamel avait aussi beaucoup de pouvoir au sein de l'école de sciences politiques de Paris. Après avoir affirmé qu'il n'était au courant de rien, son directeur Frédéric Millon a fini par reconnaître avoir été alerté dès 2018 sur les agissements d'Olivier Duhamel. J'aurais dû aller trouver Olivier Duhamel, c'était un devoir élémentaire. Je prends toute la responsabilité de ce manque de prudence, mais la faute s'arrête à moi. J'ai été inconséquent et j'ai manqué de discernement. Un manque de discernement qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Car la pression s'accroît autour de la prestigieuse école parisienne. Membre du conseil d'administration de Sciences Po, le préfet de Paris, Marc Guillaume, a démissionné. Dans une lettre ouverte, plus de 500 étudiants et salariés demandent le départ de Frédéric Millon. Le gouvernement est contraint de réagir. Il y a la possibilité de mettre en place une enquête de l'inspection générale de façon à savoir comment les choses se sont passées. Oui, c'est ce qui va probablement se passer. Je vais saisir l'inspection. La Familia Grande, un livre choc sur l'inceste et le secret de famille, déjà tiré à 225 000 exemplaires. Malgré la prescription des faits, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle contre Olivier Duhamel, qui ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Lorraine de Fouché, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a entendu dans le reportage dans la bouche de Camille Kouchner qui dit « Il m'a fascinée ». Elle en parle encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, avec une infinie admiration. Même si elle dit « Je ne lui pardonne pas, ce qu'il a fait est épouvantable, etc. » Mais il y a quand même encore une forme d'attachement. Oui, c'est des traits qu'on retrouve de manière assez commune. C'est ce qu'on pourrait qualifier de prédateur, parce que là, on parle de prédation. C'est-à-dire que, et pour le coup, je pense que Muriel Salmona est bien meilleure que moi sur ce sujet. Et je vais lui donner la parole dans un instant, mais allez-y quand même. Mais l'idée, c'est que si Olivier Duhamel n'avait été qu'affreux, il n'y aurait pas eu d'adhésion. Et ce qui caractérise la prédation, c'est le courant alternatif. C'est-à-dire que si moi, je vous hurle tout le temps dessus, il ne va rien se passer, le lien ne va pas pouvoir se créer. Mais si j'alterne des moments où je suis hyper agréable, hyper attachante, mais d'autres avec des mouvements de forte violence, ce courant alternatif va générer déjà chez vous de la sidération et par ailleurs vraiment un attachement et une prédation qui va pouvoir s'installer. Muriel Salmona. Oui, c'est exactement ça. Mais même après les faits, je veux dire, même au moment où, des années plus tard, elle finit par se libérer de ce poison, et qu'elle arrive finalement à parler après la mort de sa maman, il y a encore une part d'admiration. Il n'y a pas que de la colère, il n'y a pas que de la haine. Mais parce qu'en plus, là, ce qui est particulier dans les affaires d'inceste ou avec des personnes qui ont une grosse notoriété, c'est on ne peut pas échapper à cette personne-là. Elle reste hyper présente, elle est médiatique. Et que du coup, sa manipulation, son système de prédation, que vous avez bien décrit, avec vraiment, il crée une séduction, il crée une fascination, il se rend indispensable, il se montre comme exceptionnel. Donc, les gens ont de la chance de le connaître. C'est ça, enfin, c'est ça qui est créé. Et du coup, tant qu'il est hyper présent, je veux dire, c'est extrêmement difficile de sortir de cette emprise. On ne sort de l'emprise que quand on n'est plus du tout en contact avec ce système de prédation. Sinon, ça bloque et puis ça génère des traumas qui vont entraîner ce qu'on appelle une sidération, mais aussi une dissociation, une déconnexion émotionnelle, ce qui fait qu'on va répondre à l'attente de l'agresseur, du système agresseur. C'est-à-dire que tu m'aimes, oui, je t'aime. Enfin, je veux dire que c'est lui qui impose sa loi et la victime, elle a
très peu de moyens d'y échapper, particulièrement si c'était une enfant. Et elle s'adresse directement à Olivier Duhamel dans son livre, et elle parle de ça, et elle dit, elle écrit, il a dit oui au moment de son désir naissant, il a dit oui parce qu'il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Cette question qui nous est posée ce soir, Astrid de Vilaine, est-ce que Bernard Kouchner était au courant de cette affaire, comme l'était Evelyne Pizier, la mère, comment réagit-il? C'est Jean-Pierre dans le Bas-Rhin qui s'interroge. Déjà, est-ce qu'il y a une prise de parole de Bernard Kouchner? Alors, je n'ai pas vu de prise de parole récente. Ce qui est sûr, c'est que dans le livre La Familia Grande, Camille Kouchner raconte bien comment, dès 2008, la famille très proche est au courant, et Bernard Kouchner l'apprend par son fils. Et visiblement, il est très en colère. Je crois, de mémoire, je vous cite de mémoire, il veut aller casser la gueule à Olivier Duhamel. Et là arrive un élément très intéressant qui se passe dans la plupart des cas de violences sexistes et sexuelles. On lui dit non, Victor, le frère en question, ne veut pas parler. On va essayer il faut respecter aussi sa volonté. On va essayer de conserver une sorte de famille. C'est très, très complexe. Ensuite, la brigade des mineurs est quand même saisie. Il est obligé d'aller se confier. Et moi, c'est ce que je trouve toujours assez presque paradoxal, c'est que les victimes ont peur d'aller en justice parce que souvent elles ne sont pas entendues, souvent il va manquer de preuves, et d'un autre côté, parfois la justice se saisit sans leur consentement, c'est le cas de le dire, et ça je trouve que ça peut parfois être presque aussi violent, et c'est pour ça qu'à mon avis il y a énormément de choses à repenser dans le système judiciaire. Moi je me souviens dans l'enquête que j'ai faite sur les violences faites aux femmes, des spécialistes, des associations, des femmes qui accompagnaient ces victimes-là me disaient c'est dangereux pour elles d'aller en justice et je ne leur conseille pas. Donc on imagine comme c'est encore plus difficile quand c'est dans le cercle familial. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à remettre à plat, en fait. Bernard Kouchner, dans un communiqué, en réalité, a dit qu'il admirait le courage de sa fille. Je ne sais pas qui peut revenir là-dessus, mais dans le livre, ce qui est très présent aussi, c'est le récit un peu d'une époque de ses vacances à Sanary, où les adultes et les enfants sont ensemble. Alors peut-être Astrid de Vilaine et puis Lorraine de Fouché. Oui, et Camille Kouchner le racontait bien d'ailleurs, ça, avant les faits, avant son âge fameux de 13 ou 14 ans où ça arrive. Elle raconte cette ambiance très, comme qu'on imagine, très post-68 art, de liberté, des enfants et des parents dans un milieu très intellectuel, très aisé, où tout se passe bien, où on est en vacances, et parfois il y a des débordements. Et là, on a bien sûr la focale sur l'inceste, mais il y a aussi des agressions sexuelles que raconte Camille Kouchner dans ce livre, voire des soupçons de viol, voire Olivier Duhamel qui aurait embrassé une fille de 12 ans. Et je crois que ça, c'est vraiment pour moi, en tout cas dans ma génération, quelque chose qui est plus du tout tolérable et qui, à l'époque, quand on reprend la littérature, les émissions de télé des années 70, c'était complètement... je dis pas que tout le monde faisait ça, mais enfin, il y avait quelque chose de permis. Et je crois que là, on a une sorte de rupture avec tout ça et c'est tant mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose de générationnel. C'est vrai que tout ça est raconté, et d'ailleurs, elle le dit, et encore une fois, il y a beaucoup d'honnêteté. Et elle raconte dans ce livre, et elle l'a précisé hier soir sur le plateau de la Grande Librairie, qu'elle a voulu à chaque fois parler avec ce qu'elle voyait à l'époque et non pas avec le recul qu'elle a aujourd'hui. Et quand elle raconte ces grandes journées en famille où tout le monde est à moitié dévêtu et tout le monde danse et les générations se mélangent, etc., elle dit on était heureux, quoi. Oui, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que on pourrait presque dire que, et moi c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre, c'est que l'idéal qui est à la base de ces comportements un peu libres, en grande famille, très ouverts, on a tous envie de ça, de vivre dans une grande maison, alors pas forcément de se baigner nu, parce que les limites corporelles sont fondamentales dans les relations, mais l'idée de plus de liberté, pourquoi pas, mais on a l'impression qu'ils ont un peu piraté la libération sexuelle, et qu'en fait, la libération sexuelle, qui est quelque chose d'intéressant à la base, a été piratée parce qu'en son sein, il y a eu des prédateurs, et que les prédateurs, en fait, en ont profité. Mais moi, je serais assez peinée que la réponse à l'inceste soit le moralisme. Ce serait à côté de la plaque ? Oui, parce que, par exemple, moi, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas encore du tout assez posé publiquement, mais Muriel Salmona l'a bien posé dans sa tribune, c'est que l'inceste, elle touche à une notion qui est encore très cardinale en France, c'est la notion de famille. Vous allez faire un micro-trottoir dans la rue, vous prenez 10 personnes, vous leur dites c'est quoi le truc le plus important de votre vie, ils vont tous vous répondre la famille. Mais c'est une idéologie, la famille. Enfin, la famille nucléaire du XXe siècle telle qu'elle est construite, elle est traçable historiquement, sociologiquement.
Et c'est pas forcément le meilleur mode de fonctionnement qu'on a. Ça va avoir l'air un peu pompeux, mais c'est Arthur Schopenhauer qui parle des porcs épics quand il parle de la famille. Et il dit la famille, c'est comme les porcs épics, c'est-à-dire que quand on est trop proche, on se pique. Quand on est trop loin, on a froid et on meurt. Et donc, c'est vraiment une question de proximité à cette institution et comment on se positionne par rapport à elle. Et moi, ce que je trouve intéressant derrière tous ces enjeux d'inceste, c'est quoi une famille et qu'est-ce qui... Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Camille Kouchner, c'est que l'inceste, ça tamponne de plein la loyauté à la famille et qu'en fait, ils font primer l'institution qu'est la famille Donc, sur... tout est possible parce que c'est la famille. Oui, c'est la famille. Ah bah non, tu dois aller te taper ta grand-mère odieuse et toxique parce que c'est ta famille, parce qu'il y a des liens du sang, parce que tu appartiens à ce truc-là. Enfin, je veux dire, cette notion de propriété familiale, elle est... à mon sens, pas du tout assez interrogée sociétalement. Et si ces livres-là et ces notions-là peuvent nous y emmener, ça sera intéressant. Et vous laissez entendre qu'on parlait de choc de génération, que cette institution-là de la famille, elle n'a pas bougé entre les années 70 et aujourd'hui. Je voudrais avoir l'avis du magistrat sur cette notion-là d'époque et peut-être un mot aussi sur ce que représente la famille, là pour le coup peut-être du côté du droit. Oui, alors c'est vrai que le droit, il est là pour poser des limites. Et en général, il essaie d'accompagner les évolutions sociétales. Et c'est le cas pour la famille. Pourquoi, en matière d'inceste, en réalité, on a plutôt durci que l'inverse? Avant, c'était simple, on n'en parlait pas. On parlait de viol éventuellement, et encore, c'était tout un chemin de croix pour les victimes, mais l'inceste est venu qu'en 2010 dans le code pénal, alors que c'est un phénomène sociétal qui ne date pas de 2010. Et donc, les limites, quand vous regardez à travers le monde, il n'y a pas un pays pratiquement qui autorise l'inceste. Évidemment. Ça, c'est vrai, c'est assez universel. Mais on va y venir, je ne voudrais pas déflorer ce qu'on va évoquer après, parce que le droit a beaucoup évolué et je voudrais qu'on prenne le temps. Le droit a beaucoup évolué, voilà. Ce qui d'ailleurs n'est pas facile parce qu'il faut être capable de suivre l'évolution du droit. Hein. Les juges sont les serviteurs de la loi, ils ont du mérite parce que les lois, elles changent beaucoup. Et en matière d'inceste, on a eu une loi en 2010 qui a fait apparaître le mot incestueux. On a eu une loi de 2014 parce qu'elle avait été tellement mal faite, cette loi, qu'elle a été annulée. Puis une loi en 2018 et on est en train de réfléchir à une nouvelle loi. Mais enfin, ce n'est pas propre qu'à l'inceste, hein, c'est un phénomène de notre société. Les choses tangibles, comme la famille d'ailleurs, sont des choses qui sont beaucoup moins tangibles dans la réalité. Et donc le droit s'efforce de garder un cap. Et ce cap-là, eh bien, en matière d'inceste, il est quand même relativement facile à définir. Et on va y revenir encore une fois en détail dans un instant parce qu'il y a encore des velléités aujourd'hui d'ajuster pour protéger davantage les enfants au sein de la famille. Muriel Salmona, sur ce qu'on vient d'évoquer, sur la famille, et puis on parle de la famille. Ce qui est très beau dans ce livre, c'est la façon dont elle parle encore aujourd'hui, on le disait, de sa maman. Donc ça aussi, c'est une forme d'emprise, l'amour. Oui, alors c'est le 5e commandement, c'est-à-dire que tu aimeras tes parents, mais c'est aussi une mise en scène, c'est-à-dire que les parents imposent aussi une lecture de leurs actes et de leur fonctionnement. Et là, on le voit bien, c'est-à-dire que on est une famille extraordinaire, libérée, on est hors norme, on est exceptionnel, et vous êtes très chanceux, je le rappelle, parce que c'est ça qui est toujours dit dans le cadre de la pédocriminalité. Tu es très chanceux ou chanceuse de vivre ça avec moi, et tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit d'essayer d'éviter ça, tu n'as pas le droit de ne pas participer à toute cette joie, toute cette mise en scène. Donc on impose une mise en scène qui ne convient absolument pas aux enfants, où leur enfance est totalement piétinée, interdite. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit d'être des enfants. Ça, on le voit bien dans le livre de Camille Kouchner. Et si ils essayent de commencer à dire non, on ne veut pas, ça tombe. Là, ça devient c'est le grand alternatif. Là, ça se passe mal. Et du coup, c'est vraiment le système agresseur qui impose la signification des mots. C'est-à-dire que ça, c'est de l'amour, ça, c'est parce que je t'aime, ça, c'est parce que tu m'aimes, ça, c'est parce que c'est toi qui le veux, alors que non, pas du tout. Cette notion de pseudo-consentement qui n'existe pas chez l'enfant, c'est très facile de faire dire à un enfant, oui, c'est très facile de lui faire dire qu'il veut ça. C'est d'une simplicité. On va revenir sur la notion de consentement parce que là aussi, ça nous rapproche du droit. Mais il y a quelque chose qui est très choquant pour peut-être les mamans et d'ailleurs pour les papas aussi. C'est le fait qu'à un moment donné, quand ces enfants se décident à aller parler à leur maman, eh ben, elle leur dit non.
Ben non, vous voulez me le prendre. Ben non, tu devais avoir plus de 15 ans, sous-entendu, bah, tu étais suffisamment grand pour... tu étais aussi en demande, tu découvrais, etc., ta vie sexuelle. Et donc, elle refuse d'assumer son rôle de maman et de protéger ses enfants. Voilà, parce que justement, c'était déjà présent. C'est-à-dire que c'était un système qui ne protégeait pas les enfants. C'est un système qui protégeait le prédateur. Et elle a continué à être du côté du prédateur. C'est-à-dire que le prédateur, lui, il peut faire en sorte de recruter plein de complices, plein de gens qui vont être de son côté. C'est lui le tout-puissant, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui fait la loi et c'est lui qui impose ça. Alors après, il faut être super... Enfin, c'est pas si facile que ça de s'y opposer parce que ça devient très violent. Et quand on voit que les mères qui protègent leurs enfants actuellement, elles s'en prennent plein la figure quand elles protègent leurs enfants. On va les accuser de vouloir nuire au père. On va les condamner pour non-présentation d'enfants. On va leur enlever leur enfant parce qu'elles le protègent. Donc, je veux dire... Et elle dit, je ne voudrais pas qu'on leur tombe dessus, ceux qui savaient, c'est Camille Kouchner qui parle, parce qu'il n'y a qu'un seul coupable, c'est lui. Oui. Hein, donc, elle protège aussi d'une certaine manière sa maman, voilà. En disant ça. Alors, possiblement, mais enfin, elle était à l'intérieur du système, elle le connaît, donc elle sait la violence elle connaît la violence du système, elle sait à quel point ça a pesé et à quel point sa mère a disparu, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut être, et c'est ce qu'elle dit, elle a été une victime. Et c'est assez singulier dans cette affaire-là, c'est que pour une fois, c'est pas la victime qui parle. Il voulait pas parler et il ne veut toujours pas parler. Il est discret et il veut rester silencieux. En revanche, il a donné la possibilité à sa sœur de parler et de se considérer comme une victime. Elle dit, c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Elle est aussi victime. Oui, ça, oui, elle est victime. Elle est victime non seulement parce qu'elle a été témoin, mais parce qu'elle a vécu dans cet univers-là, parce qu'il y a plein de faits qui, je pense, peuvent être parfaitement qualifiés d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel dans ce qu'elle a vécu. Ouais. Donc, elle a été victime, et puis on est victime quand on est témoin. D'ailleurs, la loi maintenant reconnaît que c'est une circonstance aggravante que des faits criminels ou des délits soient commis devant un enfant. Allez, l'inceste touche, on l'a dit tout à l'heure, un enfant sur 10 selon une enquête d'Ipsos, et un Français sur 3 connaît au moins une victime. La loi du silence l'emporte encore bien souvent au sein de la famille, et rares sont les affaires qui se terminent devant les tribunaux. Des parlementaires souhaitent en finir avec la notion de consentement pour les moins de 15 ans. Walid Berissoul et Aubry Perrault. La justice s'était penchée ce jour-là sur cette question. Une collégienne de 14 ans peut-elle consentir à une relation amoureuse avec son professeur de mathématiques de 31 ans ? Ou bien est-elle, en tant que mineure, la victime d'une agression sexuelle ? On veut parce qu'il a gâché l'année scolaire de ma fille, son premier amour, enfin, il s'est servi d'elle, oui, je l'en veux. De la manipulation. De la manipulation, c'est tout. J'ai pris du recul, j'ai regardé les choses d'un autre angle et j'ai parlé de choses que je n'avais pas dites. Et en parler à ma mère, ça m'a permis de remettre les pieds sur terre. Le tribunal correctionnel de Fontainebleau avait à l'époque condamné l'enseignant à 18 mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle et corruption de mineurs. Quelques mois plus tard, Tollet, à Pontoise. Un homme de 28 ans jugé pour une relation sexuelle avec une mineure de 11 ans et lui acquitté dans un premier temps. Là encore, au cœur des débats, il y a l'âge du consentement. Déjà, premièrement, elle avait 11 ans et 10 mois, donc presque 12 ans. Ça change quand même la donne. C'est pas une enfant, c'est une adolescente. Et deuxièmement, mon client fait beaucoup moins que son âge. Elle pensait, elle, qu'il avait 17 ans. Une impasse juridique que le gouvernement entend alors surmonter en changeant la loi. C'est un véritable enjeu de civilisation que d'affirmer clairement que les lois de la République française considèrent qu'il est interdit pour les adultes d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. On ne peut pas minimiser les violences sexuelles en direction des enfants en France. Je vous remercie. En 2018, Marlène Schiappa propose de qualifier automatiquement de viol toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte. Autrement dit, le consentement ne peut plus être invoqué par la personne mise en cause. Mais sur les bancs des parlementaires, le projet de loi ne fait pas consensus. En vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que nous chérissons tous ici, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Au nom des droits de la défense, le Conseil d'État oppose alors son veto. Mais à l'heure de la libération de la parole, depuis MeToo, la pression s'accentue, notamment à la suite d'une autre affaire très médiatisée en septembre dernier. Julie, une jeune femme qui en 2009 était une adolescente de 14 ans.
lorsqu'elle a eu des relations sexuelles avec une vingtaine de pompiers de Paris, poursuivis ce jour-là pour de simples atteintes sexuelles. Elle a été violée. Donc il va falloir assumer ce qui s'est passé. C'est un crime, c'est devant les assises. Voilà. On est là face à l'horreur la plus absolue, avec des pompiers qui, et on le sait, savent parfaitement qu'elle a entre 13 et 15 ans. Aujourd'hui, cette question pourrait être réglée, avec une nouvelle proposition de loi qui a obtenu hier un premier feu vert du Sénat. Elle fixe la possibilité d'un consentement à l'âge de 13 ans. L'idée aujourd'hui, qui était la même en 2018, c'est mieux protéger les enfants. Quel que soit le moyen avec lequel on va pouvoir y arriver, c'est mon objectif. Toute relation entre un adulte et un jeune mineur de moins de 13 ans est un crime sexuel. Pourquoi ? Parce que le jeune mineur, pourquoi ? Parce que le jeune mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité de consentir de manière éclairée. Il n'a pas le discernement possible. Une avancée attendue par les associations de protection de l'enfance, même si à leurs yeux, la loi répond encore trop insuffisamment à ce défi. Notre société, elle définit comment un enfant. À partir de quel âge on considère qu'un enfant reste un enfant ? À 13 ans, en dessous de 13 ans, au-dessus de 13 ans, à 13 ans et un jour, on est encore un enfant. Donc nous proposons, nous, un âge de 15 ans, en dessous duquel on considère qu'un enfant ne peut jamais consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Selon Michel Croeff, un enfant subit toutes les heures un viol dans notre pays. Et une infime minorité de ces crimes aboutirait à une condamnation. Je me tourne vers vous, Yves Charpenel, pour cette question qui nous est posée par Jacques dans l'Ain. Qu'encourent les personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien dit ? Là, il y a un délit qui est celui de non-dénonciation de crime, qui est prévu par le code pénal, mais qui n'est pas très souvent poursuivi, parce que précisément, d'habitude, les enquêtes s'intéressent surtout à la commission de l'acte et à rechercher un coupable. Mais c'est vrai qu'en matière de politique criminelle, il serait pas mal d'encourager les procureurs à s'intéresser à ceux dont on peut prouver qu'ils savaient vraiment. Et là, vous citiez, le cas de l'inceste est très particulier, parce que c'est pas le cas d'un adolescent et de quelqu'un d'un peu plus âgé. Là, c'est dans le cadre familial, où il est très difficile de soutenir qu'on ne sait pas. Pour avoir requis dans moult affaires de ce type, d'ailleurs tout magistrat aujourd'hui pénal en France a requis quand il est procureur ou a jugé quand il est juge des affaires d'inceste, parce qu'elles sont légion malgré tout. Et quelle est la complexité justement dans ces affaires d'inceste quand on est magistrat ? D'abord, c'est d'avoir des preuves. Vous avez quand même la présomption d'innocence. Alors, même si on a bien vu que quand on avait ouvert des lignes directes pour pouvoir téléphoner et dénoncer des faits, on s'est rendu compte que le taux d'appel inexact ou malicieux était très faible. Ça veut dire que ça dénonce vraiment des faits. Mais après, il faut l'établir. Et effectivement, c'est violent pour la victime ou pour le conjoint ou pour le voisin d'aller dire ces choses-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire d'Angers, où là, on avait atteint des limites nouvelles. À Angers, il y a un pâté de maison qui, en quelques années, s'est habitué en fait à violer les enfants des uns et des autres dans une sorte de pédophilie assumée. Bon, et le jugement a eu lieu publiquement, mais il n'y avait pas de réseau d'ailleurs, c'était juste que les limites avaient été dépassées. Mais il a fallu des années d'enquête. Il faut que la parole, souvenez-vous de l'affaire d'Outreau, où on a eu la difficulté d'établir le sérieux de la parole de l'enfant. C'est complexe. Et donc, on ne peut pas foncer tête baissée. Par contre, il faut y aller. Il faut vérifier. Et c'est sans doute ce qui a beaucoup manqué dans le passé. Si on n'en parle pas, si la victime se tait, on comprend pourquoi elle se tait. Si les conjoints n'en parlent pas, c'est rare. Moi, j'ai eu quelques fois le cas de conjoints qui assumaient. Alors, ils n'assument pas longtemps, parce que quand ils comprennent qu'en assumant, ils risquent 20 ans de prison, ils n'assument plus. Mais globalement, c'est vrai que l'enquête est extrêmement complexe, beaucoup plus que sur un vol ou sur des violences physiques traditionnelles, parce qu'il faut des éléments de preuve et que les gens qui pourraient parler ont beaucoup plus de mal à parler. Si on vous agresse dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'aurez pas de difficulté pour dire ce qui s'est passé. Quand ce sont les gens qui sont censés vous protéger, les gens que vous aimez par ailleurs, qui vous font ces violences-là, en plus en s'auto-justifiant, on ne l'a pas dit encore, mais vous savez, dans toutes ces affaires, pratiquement, vous rencontrez la personne qu'on va accuser qui vous dit « oui, mais il l'a cherché, il m'a provoqué ». Ou elle n'avait pas l'air d'avoir l'âge qu'elle a. Moi, j'ai requis contre un père qui avait violé son enfant de 6 mois. 6 mois. Bon, et qui a expliqué que ce nourrisson l'avait provoqué. Alors évidemment, on est là pas pour être dupe, mais voyez la difficulté.
les cas que j'évoque sont extrêmes, mais là, dans le cas quotidien de l'inceste, il faut déjà que la réalité émerge. Et pour ça, on a besoin de plus que du code de procédure pénale. Il faut des associations, il faut des psychologues qui aident les gens à s'exprimer, à dire la vérité, même si elle est très dure à dire. Et que pense le juriste que vous êtes justement de cette proposition de loi, c'est-à-dire de faire disparaître toute notion de consentement déjà quand il s'agit de l'inceste? J'allais dire, c'est du bon sens. D'abord, la loi, elle est faite pour modifier les règles quand c'est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Tant qu'on n'en parlait pas, aujourd'hui, on en parle, on voit que c'est réel, on voit que les conséquences sont inadmissibles, elles sont gravissimes et durables, et pas seulement pour la victime elle-même, mais pour ses proches. Donc je suis d'ailleurs personnellement, je l'ai dit et écrit depuis longtemps, favorable à ce qu'en effet, il y ait vraiment l'application du traité international de l'ONU sur les droits de l'enfant, et dire en dessous d'un certain âge à fixer, eh bien, il n'y a pas question de prouver le consentement. Il ne peut pas y avoir de consentement au sens juridique du terme. Et puis on l'évoquera peut-être, mais il faut également en finir avec la prescription, qui est quelque chose d'extrêmement hostile à la manifestation de la vérité dans ce type de crime. Même si on a rallongé les délais de prescription, on y reviendra. Oui, on a fait des efforts. On est le pays aujourd'hui, dans les pays démocratiques, qui a la prescription la plus longue. Mais il faut aller jusqu'au bout de la démarche, je pense. On voit toute la difficulté de recueillir la parole et que tout le monde finalement finisse par dire ce qu'il s'est passé dans le secret de la famille. Vous avez enquêté auprès de ceux qui font parler de la brigade des mineurs. Comment est-ce qu'ils procèdent avec ce titre, qui était le titre de votre article? Il fait ça depuis quand, papa? Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est cette même brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris qui va être chargée de l'enquête concernant Olivier Duhamel. Moi, j'ai passé pas mal de temps chez eux, et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment en fait, les dossiers d'inceste, ça fait partie des dossiers les plus fragiles judiciairement, puisqu'il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire que pour comparer à d'autres types de criminalité, vous allez avoir des factures ce qu'on appelle des FADET, donc des factures détaillées de téléphone, de la géolocalisation, de l'ADN. Là, il n'y a rien, c'est parole contre parole, et parole de l'agresseur contre parole de l'enfant, avec en plus toute la fragilité de la parole de l'enfant depuis Outreau, voilà, à chaque fois qu'on parle des victimes, on dit oui, mais il y a plein de fausses plaintes, ce qui est par ailleurs faux, c'est-à-dire que les statistiques des études menées sur les fausses plaintes montrent que c'est le taux de fausses plaintes dans les affaires de viol et d'inceste, elles sont très faibles. Et donc l'enjeu des policiers, c'est vraiment de réussir à faire des dossiers qui tiennent devant les tribunaux, et ils ont vraiment du mal, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de classement sans suite qui est l'un des taux les plus élevés des brigades centrales parisiennes. Ouais, et même 14%. C'est très, très élevé. En fait, il y a très peu de choses qui passent, et ça pose une question qui est éminemment politique, c'est la question de la charge de la preuve. C'est-à-dire comment est-ce qu'on documente des faits qui ont eu lieu derrière les portes des chambres à coucher et où c'est parole contre parole il y a 30 ans. Ça ne peut pas être parole contre parole. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est le cas encore dans les tribunaux. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est un faisceau d'indices graves et concordants. Et dans ce faisceau d'indices, il y a énormément d'éléments qu'il faut rechercher. Par exemple, il peut y avoir des preuves par courrier, par photo, sur les ordinateurs. Il y a tout ce qui a été dit par l'enfant, tous ces symptômes. Il y a les preuves médico-légales qu'on est en train de travailler au niveau international avec Denis Mukwege, pour que les preuves médico-légales sur le psychotrauma soient des éléments de preuve qui soient bien mieux pris en compte. Il y a vraiment aussi toute la trajectoire de l'agresseur, rechercher d'autres victimes. C'est pour ça qu'il faut des enquêtes, parce qu'il faut rechercher d'autres victimes. Il y a plein de choses à faire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, avant même ça, c'est que c'est moins de 10% de victimes qui vont porter plainte. Et même pour les violences sexuelles aux enfants, on évalue ça autour de 4%. Donc c'est déjà... Alors elles n'y vont pas pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur le cercle familial, etc. Et puis aussi elles savent ce qui les attend. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir démontrer qu'on est une victime. Mais on sait que sur les victimes, en fait, elles parlent. 70% d'entre elles parlent dans les 10 premières années qui suivent les agressions sexuelles. Sauf que dans les 3 quarts, elles ne sont pas crues, elles ne sont pas entendues, il ne se passe rien. Donc, il faut absolument aller vers les victimes. C'est-à-dire qu'il faut faire des dépistages systématiques. On ne peut pas tolérer que des enfants subissent des crimes qui sont des actes cruels, dégradants et inhumains sur la Cour européenne, qui sont même décrits comme des actes de torture au niveau international. On ne peut pas ne rien faire avec des chiffres tels. Il faut changer la loi. On a vu qu'il y avait une nouvelle proposition de loi. Oui, il faut changer la loi. Il y a beaucoup de choses à réformer. Qu'est-ce que ça changerait, le fait de mettre un seuil au-dessus duquel on ne peut pas invoquer
qualifier le consentement. Déjà, ça permettrait de qualifier le crime qui a été subi ou le délit qui a été subi, parce que c'est ça, il faut en fait prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et c'est là-dessus que c'est complètement aléatoire, et c'est pour ça qu'il y a 74% de classement sans suite, et ensuite des déqualifications. Mais en plus, c'est extrêmement cruel de dire à un enfant qui a subi l'horreur, de lui dire « t'étais consentant à ça ». C'est des atteintes à la dignité et aux droits des personnes qui sont monstrueuses. Un enfant ne peut pas consentir, particulièrement quand il est dans un univers familial et ou avec des personnes ayant autorité. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est 15 ans, et on demande 18 ans en situation d'inceste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous demandez 15 ans? 15 ans d'âge du non-consentement. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a pas de consentement. Et puis, pour inceste, personne ayant autorité, si l'auteur est personne ayant autorité, ou en situation de handicap, les enfants en situation de handicap sont subissent 4 fois plus de violences sexuelles. On demande 18 ans. Le Parlement européen a voté une résolution pour exhorter les pays à mettre un seuil d'âge à 18 ans et pour que les faits soient imprescriptibles. On n'est pas très en avance sur ce sujet-là, c'est ça que vous voulez nous dire. Partout, il y a des seuils d'âge. Dans tous les pays, il y a des seuils d'âge. Rapidement, Astrid de Villaine, avant d'aller au 3e reportage, on voit bien que des livres comme ceux de Camille Kouchner, où on peut aussi citer ceux de Flavie Flament ou le consentement sur l'affaire Gabriel Matzneff, en fait, font bouger le législateur. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Cette proposition de loi qui était dans un tiroir du Sénat, où il y en avait une aussi à l'Assemblée de mémoire, elle n'aurait, à mon avis, jamais vu le jour. Enfin, si elle voit le jour, sans le livre de Camille Kouchner. Et l'affaire Christophe Girard à la mairie de Paris l'année dernière n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'article du New York Times et sans le livre de Vanessa Springora sur le consentement. Et c'est ça que je trouve très intéressant, que j'avais déjà constaté moi dans mon enquête en 2018, c'est qu'en fait la société souvent est assez en avance sur ces institutions. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Et on voit d'ailleurs avec le succès de ces livres en librairie, le consentement qui s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires, je crois. Là, c'est déjà un succès, celui de Camille Kouchner. Ça prouve bien, alors même que nous, dans les médias ou dans la société, c'était pas du tout... On est en train de lever ce tabou-là et d'en parler, mais c'était pas du tout un sujet d'ampleur. On voit bien qu'il y a une vraie demande en fait de la société et donc que les institutions doivent s'y adapter de toute urgence. Alors, il y a les crimes contre les enfants au sein de la cellule familiale et la pédocriminalité organisée sur les réseaux sociaux. La police a adapté ses outils pour identifier les pédophiles. Nos équipes ont suivi des agents de la police judiciaire en charge de ces enquêtes, Magali Lacroze et Pierre-Jean Perrin. Ça, c'est bien vous, monsieur? Monsieur Franck, c'est bien vous? Oui, moi, c'est bien vous. C'est bien vous qui habitez au 12e kilomètre du tampon? La scène ressemble à une interpellation policière. L'homme est confronté à ces pratiques pédopornographiques supposées. Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous avez envoyé ça à une petite fille de 12 ans, monsieur? J'ai remarqué que tes petits seins commencent à pousser. C'est bon, quand on suce les tétons, c'est chatouilleux. Sauf que ces interlocuteurs ne sont pas enquêteurs de police, mais de simples citoyens. En France et ici en Angleterre, des collectifs chassent en ligne les pédophiles présumés à qui ils donnent rendez-vous en se faisant passer pour des mineurs. Tout est filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Je vous le promets, je ne referai plus jamais une telle chose. Les membres de ces collectifs se présentent comme lanceurs d'alerte. Mais le phénomène inquiète les autorités et peut parfois troubler le travail au long cours des enquêteurs. En France, dans l'un des services de police dédiés à la lutte contre la pédopornographie en ligne, un enquêteur parcourt des sites de discussion utilisés par les jeunes à l'affût de propositions douteuses. Il me demande si ça va, il me dit qu'il recherche du sexe. Les conversations dérapent rapidement. Là, c'est encore plus explicite. Bonjour, je suis nu, jambes écartées, sexe, couilles et anus, le tout épilé pour faire ce que vous voulez. Le policier prétend qu'il est une jeune fille mineure, ce qui ne semble pas déranger ses interlocuteurs. Là, on a l'exemple du profil qui me demandait si j'étais dominatrice, à qui j'ai précisé que j'avais 13 ans. Il s'excuse et ça n'empêche pas qu'il va peut-être poursuivre. C'est une des obligations de ne pas inciter les personnes qu'on pourrait être amenées à contacter à commettre une corruption de mineurs ou de la détention, la diffusion d'images. Il faut bien qu'il le fasse s'il le fait en connaissance de cause. Quand soudain,
Un certain Richie lui propose de se montrer nu en vidéo sur une autre plateforme. Après quelques hésitations, l'homme finit par dévoiler son sexe à celle qu'il croit être mineure. Ce qui tombe sur le coup de la loi, c'est qu'après être revenu sur le forum, il a voulu retourner sur Messenger de Facebook pour pouvoir me communiquer ou me transmettre une vidéo. En l'espèce, c'était la photo, la caméra était orientée sur ses parties sexuelles et il était en train de se masturber. Et il m'a montré la photo durant une dizaine de secondes. Donc dès l'instant où il m'a montré ça, on rentre sous le coup de la corruption de mineurs. Le dossier est transmis au parquet. L'homme risque 7 ans de prison. Une technique d'investigation qui a fait ses preuves. Au début de l'été, l'un des 10 plus grands pédophiles au monde a été interpellé à son domicile en Gironde. Son avocat assure qu'il va collaborer avec la justice. Dès la garde à vue, il a cette volonté de participer à l'effort de la justice, c'est-à-dire ne pas minimiser les faits, ne pas se déresponsabiliser, assumer, et puis aider la justice à mettre la main peut-être sur les différents protagonistes qui pourraient y avoir sur le dark web. Des enquêtes qui dépassent souvent les frontières. En octobre dernier, le plus gros site pédopornographique jamais abrité sur Internet a été fermé. 337 personnes ont été arrêtées dans 38 pays différents. Et cette question, l'inceste est-il commis le plus souvent par des hommes ou par des femmes? Magali, dans les Alpes-Maritimes, qui pose cette question. Vous aviez fait une à la une du Monde, je crois qu'on l'a d'ailleurs, qui avait beaucoup fait réagir. Oui, c'était en novembre, au moment où c'était la une qui a accompagné le reportage que j'ai fait à la brigade de protection des mineurs. Et donc moi, j'avais des chiffres qui étaient les statistiques internes de la brigade. Il y avait aussi ma collègue Solène Cordier qui avait des chiffres aussi assez précis sur le caractère genré en fait de l'inceste. Et donc nous, on a titré inceste, crime perpétré à 96% par des hommes. Et en fait, on pourrait se dire que c'est du bon sens, on le sait. Et non, parce qu'en fait, ça corrèle le lien qui existe entre la prédation sexuelle et la domination masculine. Et ça, c'est un lien sur lequel il y a énormément de résistance mentale dans la société. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à questionner les liens qu'il y a entre la violence, les atteintes au corps, les agressions sexuelles, les féminicides et les rapports hommes-femmes dans notre société. Et c'est en ça, moi, c'est un débat que je trouve passionnant. Il y a une présidentielle qui arrive, on pourrait se dire que ces sujets de l'intime, que sont l'inceste, les féminicides, les violences faites aux femmes, ne sont pas des sujets politiques, c'est plutôt... C'est vrai que c'est rarement évoqué dans les campagnes présidentielles. Voilà, mais ça, en fait, profondément, ça devrait, et ça commence un petit peu à l'être. On voit Sandrine Rousseau, CELV, qui est l'une des premières politiques à se positionner là-dessus. Mais il y a un vrai enjeu politique. On est dans une génération qui arrive, donc les millennials qui sont hyper formés à l'écologie et à l'égalité homme-femme, ils vont voter fort. Et je pense que si les politiques ne comprennent pas les enjeux qu'il y a sur l'inceste, les féminicides, donc qui sont la version ultra radicale du continuum de l'inégalité homme-femme qui nous traverse tous dans ce pays, ça va piquer dans les urnes. Astrid de Villene, est-ce qu'on est à la veille d'un MeToo des enfants? Oui, je crois. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais enquêté sur les femmes. On m'avait dit, attention, les enfants, ils sont plus nombreux et elles sont plus nombreuses. Il y a plus de viols chaque année sur les enfants que sur les femmes majeures. Hein. Et ça, moi, j'avoue que c'est des chiffres que j'ai eu du mal même à intégrer parce que tant c'est caché, tant c'est pas vu, tant on ne le voit pas, en fait. Je crois que les deux livres et de Springora et de Camille Kouchner sont en train de faire émerger cette parole-là, cette légitimité, en fait, d'avoir le droit de parler, d'avoir le droit de dire j'ai vécu ça. Et je rejoins totalement ce que disait Muriel Salmona tout à l'heure sur la prévention. Je crois que quand on sait que c'est 3 enfants par classe, ça veut dire que potentiellement on en a tous croisé des enfants victimes d'inceste, et ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit tous et toutes attentives à ça. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les violences conjugales. Si on n'est pas formé, si on ne sait pas comment on repère, au lieu de dire cet enfant il est bizarre et qu'en fait on se dit en fait cet enfant il a peut-être des problèmes à la maison, déjà la société commencera un petit peu à bouger. Qu'est-ce qu'on fait, Muriel Salmona, si on sait? Si on sait que dans la famille d'à côté, chez les cousins, que ça se passe et que la victime ne veut pas qu'on en parle, et la famille exerce une pression qui fait que personne n'en parle. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, quand il s'agit d'un mineur,
et si on a des doutes sur un mineur, ou encore plus si on le sait, il y a une obligation de signalement. On est obligé de signaler, c'est un délit. Voilà, donc il faut signaler. Je veux dire que les enfants ne peuvent pas parler, ne peuvent pas se défendre. Ce sont des enfants. Ce sont aux adultes de les défendre et c'est aux adultes de se préoccuper. Même quand les enfants ne veulent pas qu'on en parle, c'est ça la question. Mais oui, non, mais de toute façon, je veux dire, eux, bien entendu qu'ils vont dire ça puisque c'est ce qu'on on les oblige à penser ça. On les oblige à garder le secret. On les oblige à se taire. On les oblige à ne pas se défendre. Donc du coup, la loi est faite bien pour qu'ils se défendent. Donc, il faut, si on a le moindre doute, on appelle le 119. Sinon, il faut dénoncer. Il y a des plateformes. Un signalement. Il y a une plateforme de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au ministère de l'Intérieur, avec des policiers formés, avec un chat 24 heures sur 24 qui vont qualifier les faits. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et pour rebondir sur ce qui était dit, c'est vrai que les conséquences psychotraumatiques sont extrêmement graves et à long terme. Et que là, il y a vraiment une méconnaissance des symptômes que présentent les enfants, qu'il faut que les gens connaissent. Alors, c'est quoi ? Il y a des risques de dépression, des risques de troubles phobo-obsessionnels, des troubles alimentaires, des troubles du comportement aussi, des mises en danger, des conduites addictives, des tentatives de suicide. 50% des victimes font des tentatives de suicide. Là, on est encore dans une situation complètement folle où une ado, par exemple, a fait une tentative de suicide, on va lui faire quasiment la morale et on ne va pas chercher à savoir ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'il faut poser systématiquement la question. Les médecins sont les premiers recours pour les victimes de violences sexuelles et donc il faut qu'ils soient formés. Il faut prendre en charge. Aussi, c'est des conséquences psychotraumatiques qui, si elles ne sont pas prises en charge, représentent une perte de chance très importante pour la santé. Donc il y a vraiment... il faut que tout le monde s'en sente engagé dans cette situation et que personne ne tolère. Et c'est pas parce que ça se passe dans la famille que ça ne regarde personne. Non, non. Et puis aussi, dernière chose, on parle d'inceste et de pédocriminalité, c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes. C'est un système de domination avec effectivement 9 hommes qui sont les prédateurs sur 10. Et ça commence tôt aussi. Il ne faut pas oublier que 25% des prédateurs sont des mineurs. Et un prédateur dans sa famille peut être un prédateur à côté, au travail. Et je voudrais donner la parole très vite à Yves Charpenel sur la pédocriminalité et le sentiment qu'on a en voyant le reportage, c'est qu'on a adapté nos méthodes pour les confondre et pour les identifier et les poursuivre. Oui, alors il y a des progrès à faire encore, hein. Vous avez des exemples assez inquiétants, notamment aux États-Unis, où devant les difficultés du système policier et judiciaire, ce sont des églises, par exemple, qui mènent ce combat-là. C'est-à-dire que c'est des particuliers qui ont bien plus de moyens d'ailleurs que les services publics. Et donc ça, c'est très bien d'arriver à dénoncer des réalités, mais attention aux dérives. Et donc là, il faut vraiment qu'on insiste sur effectivement la professionnalisation de l'écoute. Et puis après, c'est vrai que c'est pas agréable de dire devant le Parlement que pour sortir un enfant abusé de sa situation de vulnérabilité, c'est peut-être des années de travail, ça coûte cher. Mais si on le fait pas, on n'est pas à la hauteur du rôle des institutions dans notre pays. Et nous revenons maintenant à vos questions. Qui est Olivier Duhamel? Était-il si puissant que cela, Astrid de Vilaine? Oui, on l'a dit en début d'émission, clairement, pour moi, il incarnait la puissance à la française, hein, c'est-à-dire donc président de cette fondation nationale des sciences politiques reliée à Sciences Po, très influent dans les cercles de pouvoir. Il a conseillé Emmanuel Macron pendant sa campagne, il conseillait également François Hollande. Il connaissait finalement toutes les personnalités qui comptaient dans le pouvoir politique, médiatique et aussi dans les institutions, puisqu'il était aussi très proche du Conseil constitutionnel. Donc oui, on peut le dire. Pourquoi des personnes proches d'Olivier Duhamel démissionnent-elles de leur poste si elles n'ont rien à voir avec les faits révélés? Lorraine de Fouché. Alors moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et il y a des chercheurs qui posent cette idée que l'inceste, c'est un cancer. Et ça métastase partout. C'est-à-dire que que même si on n'est pas directement touché physiquement, c'est vraiment toute la cellule familiale, amicale qui est touchée parce qu'elle pose une question de valeur. C'est quoi les valeurs? Et c'est la question à laquelle sont confrontés Frédéric Millon, Marc Guillaume, tout l'entourage d'Olivier Duhamel. C'est quand on sait qu'il y a un enfant qui a été agressé sexuellement de manière grave et répétée,
c'est à quelle valeur on souscrit. Est-ce qu'on souscrit à une valeur qui est cardinale, ce qui est la protection des enfants et des individus, ou est-ce qu'on souscrit au maintien un peu mou d'un système? Et qu'en fait, l'inceste, moi, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, c'est qu'on ne peut pas être mou face à l'inceste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait et qu'on ne bouge pas, eh ben, on se retrouve dans une forme de complicité molle et passive à laquelle on n'échappe pas. On voit bien, ils sont tous en train de tomber, et je pense que c'est pas fini, parce que Frédéric Millon, parce que Marc Guillon, parce que tous ces gens-là qui incarnent la France, la démocratie française, les droits de l'homme. Ils sont coupables de quoi? D'avoir été amis avec Olivier Duhamel? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Certains disent je ne peux pas assumer certaines fonctions parce que j'étais dans son cercle amical, mais je ne savais pas. Non, la culpabilité, elle est liée au positionnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que potentiellement des faits comme ça ont été commis, qu'est-ce que vous faites? Si vous faites rien, là, il y a la question des valeurs que je remettais sur la table qui se pose. C'est-à-dire on ne peut pas être neutre face à l'inceste. Cette question qu'on n'a pas suffisamment évoquée pendant l'émission, merci pour ça. Cette affaire est gravissime. Pourquoi Camille Kouchner a-t-elle attendu aussi longtemps pour en parler? Dans toutes ces affaires, quasiment, le point commun, quand ça se termine par un livre, c'est que ça arrive si longtemps après. Oui, mais c'est ça justement contre lequel il faut lutter. C'est-à-dire que si on laisse les victimes se débrouiller pour survivre seuls, les enfants, survivre seuls aux violences et ensuite aux conséquences psychotraumatiques très lourdes, et avec une société qui pèse pour les faire taire et qui véhicule des stéréotypes sexistes, une culture du viol qui met en cause la victime, mais les victimes mettent extrêmement longtemps à sortir d'un état où ils sont complètement bâillonnés, saccagés. Donc ça, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que l'agresseur ou le système qui le protège est très actif et très présent, les victimes sont piégées. Elles ne peuvent pas parler. Et c'est pour ça qu'il faut autant de temps, c'est pour ça qu'on demande la prescriptibilité, mais par ailleurs, il faudrait ne pas en avoir besoin, en quelque sorte, pour pouvoir agir tout de suite. Pourquoi le frère, donc la victime, ne s'exprime-t-il pas? Alors, je ne veux pas parler à sa place, pour le coup. Moi, j'imagine parce que c'est très dur. C'est très dur parce que quand on est victime plusieurs fois, on est victime déjà des faits qu'on subit, on est victime du regard de la société. La démarche de Camille Kouchner d'écrire un livre, d'aller sur des plateaux de télévision, de donner des interviews, de parler de ce que j'imagine est l'une des choses les plus difficiles de sa vie à tout un tas d'inconnus. Il faut un courage inouï et je pense qu'il faut plus saluer le courage de Camille Kouchner. Je vais se demander pourquoi il ne parle pas. Voilà. C'est son choix en tout cas. Comment peut-on être une mère et ne pas dénoncer pareil crime? Là, je me tourne vers la psychiatre. On en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se range du côté du tout-puissant, du côté de l'agresseur. Et c'est l'agresseur qui met en place un système de valeurs où lui a beaucoup plus de valeurs que tous les autres. Et particulièrement que les victimes, particulièrement les enfants. Et que du coup, ça serait trahir ce système de valeurs que de ne pas se mettre de son côté. Donc il impose ça. Alors bien entendu qu'elle a sa responsabilité. C'est-à-dire qu'elle pouvait... il était hors de question de ne pas défendre ses enfants, mais ça s'explique par la mise en scène de l'agresseur, tout comme le silence s'exprime des victimes, s'explique par la mise en scène. Et les victimes ne se sentent jamais légitimes dans ce système. Elles n'ont pas le droit, c'est elle qui trahirait quelque chose. Et on voit que sa sœur, Marie-France Pizier, l'enjoignait de témoigner en disant non, ça n'est pas possible, et ça fait aussi exploser la famille. Vous disiez c'est un cancer avec là pour le coup ça métastase partout, quoi. Ça a fait exploser cette famille. Face à la parole masculine, la parole de l'enfant et celle de la femme ont-elles le même poids? Je me tourne vers vous, Yves Charpenel. Du point de vue du droit. Juridiquement, oui, bien sûr. Donc le problème, là encore, c'est d'établir la réalité de ce qui est dit. Il faut ça souvent décoder. Comment voulez-vous interpréter la parole d'un enfant de 8-9 ans qui a été abusé par ses parents par rapport au discours construit, en plus, quand l'auteur présumé est quelqu'un qui a des moyens intellectuels de s'exprimer. Donc là encore, on a besoin de gens formés. La police, la gendarmerie font des efforts. On a des experts pour essayer de décrypter ce qui peut l'être. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté de la preuve à juste titre. On a une petite lueur d'espoir quand même, c'est que grâce à tout le numérique,
qui bien sûr peut véhiculer le pire, ça peut véhiculer le meilleur. Parce que le numérique, c'est une traçabilité et c'est des éléments de preuve accablants quand on sait les recueillir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, quand ils commettent ces crimes, qu'au fond, on va aller les rechercher. Et donc, ils s'en vantent. Merci Voilà. à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air gratuitement en podcast sur toutes les plateformes et à partir de maintenant sur France.tv. Belle soirée à vous. Tout de suite, c'est à vous.